Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là.
Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante.
Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil.
Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Kasei Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tiyu Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue. Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1. La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de 2 géants, l'Enterprise et le Belgica.
La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma, et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considérée comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux. Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet. Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout, et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hell's Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hell's Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière. La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamacoa en Colombie est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon, c'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir. Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchug Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface.
La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons lanternes, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses, alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long. L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer, et il est très sale. Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde, et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait... Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque des torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas, donc ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique. La photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre.
Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Cydonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à -143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire. Et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres.
Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, donc il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin, car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années. Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars, qui sort de nulle part, a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mis à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer ? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler ? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple.
Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord. Sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. 2 mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre.
L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Il semblerait que pour que nous nous sentions chez nous sur n'importe quelle planète, nous ayons besoin des 4 éléments fondamentaux, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Voici donc ce qu'il faut faire pour obtenir un verre d'eau sur Mars. Comment y faire pousser des salades, charger son téléphone sans recevoir une facture d'électricité astronomique, et même produire de l'air frais. Et si je te disais qu'il y a un océan sur Mars, tu ne me crois pas? Il y en avait bien un autrefois, c'est la vérité. Les scientifiques pensent que près de 1/3 de la planète était recouvert de l'océan Oceanus Borealis. Il y a environ 3,8 à 4,1 milliards d'années, le climat sur Mars était plus chaud et l'atmosphère plus dense. Mais avec le temps, les conditions climatiques ont radicalement changé et cet océan jadis infini s'est tout simplement évaporé dans l'atmosphère. Selon les estimations toutefois, seul 1% de toute cette eau se serait évaporée, les 99% restants se trouvant encore sur la planète rouge. Ces deux sources d'eau sont les calottes polaires et les roches. Pour les calottes polaires, c'est assez simple à comprendre. Nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches qui contiendraient de l'eau? Mon presse-agrumes n'y résistera pas malheureusement. Mais intéressons-nous un peu à ces pierres. Tout d'abord, il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a les argiles hydratées composées de silicium-oxygène. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent même contenir du magnésium et du fer, qui seront très utiles lorsque nous déménagerons sur Mars. Viennent ensuite les sulfates hydratés, à base de soufre. Je sais que tu viens de penser à une horrible odeur d'œuf pourri, mais elle est caractéristique du sulfure d'hydrogène, pas seulement du soufre. Ces minéraux contiennent de l'eau au sein même de leur maillage atomique. Vient ensuite la silice hydratée, qui contient elle aussi de l'eau. Les sels de carbonate trouvés sur Mars ne contiennent peut-être pas de véritable H2O, mais ils ne peuvent se former que s'il y a de l'eau à proximité, ce qui prouve qu'il y a bien eu un océan un jour. Et si les scientifiques ne parviennent pas à extraire l'eau de ces roches, nous avons un plan B. En 2020, des chercheurs ont découvert des sources d'eau liquide pouvant faire partie d'un immense réseau de lacs salés souterrains. Il semblerait donc que nous ayons un moyen de rester hydratés sur Mars. Soit nous atteindrons ces sources, soit nous inventerons un presse-agrumes suffisamment solide pour extraire l'eau de ces pierres. La planète rouge serait un désert sans vie, où rien ne peut pousser. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous avons appris 2 ou 3 choses récemment sur le potentiel agricole de Mars. En 2020, des scientifiques ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à faire pousser une plante terrestre sur Mars. Mais, attention, ils ne sont pas allés labourer, arroser et nourrir son sol en attendant l'apparition des premières pousses. Ils ont fait des expériences sur Terre, mais dans des conditions artificielles strictement martiennes. Une plante a besoin de terre, d'eau, de nutriments et de soleil. Les nutriments et la lumière peuvent être créés artificiellement. Les scientifiques se sont donc concentrés sur le sol et l'eau lors de leurs expériences. Le sol de Mars n'a pas grand-chose à offrir, mais il est riche en basalte. En général, les plantes n'en raffolent pas, car il ne contient pas beaucoup de nutriments. Mais certaines espèces savent s'en accommoder. Comme nous l'avons vu, l'eau est un problème sur Mars, mais on peut toutefois en trouver en quantité limitée. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour faire pousser des plantes en raison de sa composition chimique. Pour faire bref, elle est beaucoup trop salée. Afin que leur expérience soit fidèle aux conditions réelles, nos scientifiques ont cherché des moyens de dessaler cette eau. Ils y ont donc ajouté une bactérie appelée Synechococcus. Mais même si les niveaux de salinité ont considérablement diminué, ce n'était toujours pas suffisant pour satisfaire les plantes. Heureusement, les scientifiques avaient une autre idée et ça a fonctionné. Ils ont pris l'eau dessalée par la bactérie et l'ont filtrée à l'aide du basalte. Ils ont ensuite pu noter que l'eau obtenue convenait aux plantes. Voilà pour la méthodologie. Voyons maintenant ce que nous pouvons réellement cultiver sur Mars. Les scientifiques ont fait des expériences avec des navets, de la laitue, des radis et de la luzerne.
Au début, les navets, la laitue et les radis ont refusé de pousser dans le basalte et de boire cette eau filtrée. Mais la luzerne a joué le jeu et a surpris les scientifiques. La plante se plaisait à merveille dans ces conditions. Expérience terminée? Après tout, la luzerne est plutôt cool. Elle est riche en vitamine K, en vitamine C, possède quelques vitamines B, du zinc et du phosphore, et tu trouveras tout un tas de salades délicieuses agrémentées de SC Joli Pouce. Mais elle possède une autre propriété qui pourrait bien changer la donne. Grâce à ses racines profondes, la luzerne aide à fixer l'azote dans le sol. Une fois récolté leur luzerne martienne, les scientifiques ont immédiatement replanté des navets, de la laitue et des radis. Et cette fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont même eu une petite surprise. La production de navets avait augmenté de 315%. On dirait que la luzerne a un bel avenir devant elle sur Mars. J'ai maintenant une mauvaise nouvelle. Même si tu peux théoriquement t'hydrater sur Mars et déguster une salade fraîche, il n'y a presque aucun moyen de profiter d'un peu d'air frais sur la planète rouge. Tu as remarqué que j'ai dit « presque ». Bien que l'atmosphère de Mars soit composée à 96% de dioxyde de carbone, nous savons déjà comment y produire de petites quantités d'oxygène. Voici le Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Tu peux l'appeler MOXIE. C'est un petit assistant qui travaille avec les rovers martiens. Ce petit gars peut isoler l'oxygène de la planète et il a déjà réussi à en produire 5 grammes. Cela n'a l'air de rien, mais 5 grammes d'oxygène équivalent à 10 minutes de respiration. Pour l'instant, MOXIE est réservé à un usage scientifique, mais il peut faciliter les missions sur Mars. En effet, il est plus facile de produire de l'oxygène directement sur place que d'en transporter depuis la Terre. MOXIE n'est pas encore assez puissant, mais une fois que les scientifiques l'auront perfectionné, nous aurons fait un pas de géant sur la question de l'air. Ah, pour que le feu brûle, il lui faut de l'oxygène, c'est essentiel. Mais nous préférerions ne pas gaspiller la production de MOXIE, surtout si nous disposons d'alternatives viables. Historiquement, les gens ont utilisé le feu pour cuisiner, se chauffer et aussi pour faire fuir des intrus tels que le tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité pour cuisiner et nous chauffer. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de tigre sur la planète rouge. Alors, voyons comment nous pouvons produire de l'énergie sur Mars. Il y a pas mal d'options. On peut faire usage de l'énergie solaire, géothermique et éolienne sur Mars presque de la même manière que sur Terre. Mais l'énergie solaire ne sera pas aussi efficace. La constante solaire de Mars ne représente que 43% de celle de la Terre. Produire de l'électricité de cette façon demandera donc plus d'efforts. Et n'oublie pas que les tempêtes de poussière ne sont pas rares à Atman sur Mars. Lors de ces tempêtes, la poussière soulevée fait en quelque sorte écran. Et si nous dépendions de l'énergie solaire, nous pourrions nous attendre à de fréquentes coupures. Le problème suivant est celui des saisons. Nous ne pourrions bénéficier de cette énergie que pendant certains mois de l'année. Bien sûr, pas d'énergie solaire la nuit, mais cette option pourrait quand même fonctionner. Pas toute seule cependant. Nous n'aurions aucun problème à produire de l'énergie éolienne pendant les tempêtes, et puis ça marche aussi la nuit. Ces deux sources constitueraient donc une bonne solution. Et l'énergie géothermique serait un bon plan de secours. Elle fonctionnerait même mieux sur Mars que chez nous. D'abord, la pression atmosphérique est plus faible sur Mars, ce qui permet de générer de plus grands volumes de vapeur. Ensuite, la température de la surface de Mars est plus basse, ce qui permet aussi d'augmenter l'efficacité de cette technologie. Enfin, pas besoin d'eau. Nous pouvons utiliser du dioxyde de carbone liquide à la place. Et contrairement à l'eau, le dioxyde de carbone liquide est gratuit. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux. Et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance. Tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs.
Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface. Ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu, et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil.
Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette Lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette Lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou!